Mon fils m'a embrassé aujourd'hui, et j'ai senti l'odeur de la mort dans ses mains. Ce n'est pas la paranoïa d'une vieille femme de 72 ans. C'est l'instinct d'une mère qui a découvert qu'elle a engendré un monstre. Je m'appelle Adrienne Laurent, et si vous écoutez cette histoire, c'est parce que j'ai réussi à survivre assez longtemps pour la raconter. Je n'ai jamais pensé que je dirais cela à propos de ma propre chair et de mon sang. Mon fils n'est pas revenu pour m'embrasser, mais pour m'enterrer. Quand Julien est apparu à la porte de ma demeure à Neuilly-sur-Seine après 15 ans de silence absolu, en disant « Maman, tu m'as tellement manqué », j'aurais dû lui fermer la porte au nez. Mais comme une idiote, j'ai laissé ce démon entrer dans ma maison. La maison où mon défunt mari Antoine et moi avons été heureux pendant 45 ans, avant l'accident qui m'a laissé seul dans ce monde cruel. Ses yeux ont parcouru chaque pièce comme un prédateur étudiant sa proie. Il n'y avait pas de larmes de repentir, il n'y avait pas le petit garçon espiègle qui autrefois courait dans ses couloirs. Il n'y avait que de la cupidité pure, calculatrice, masquée par un sourire qui m'a glacé le sang. La pluie d'octobre fouettait les vitres centenaires de notre salon Louis XVI pendant que j'observais cet étranger qui portait le visage de mon enfant. Les meubles antiques, les tableaux de maître, les tapis persans, tout ce qu'Antoine et moi avions collectionné avec amour pendant des décennies, semblait soudain être évalué par ses yeux avides. « Je suis venu prendre soin de vous, maman. Vous ne devriez pas vivre seule dans cette énorme maison, dit-il, tandis que ses doigts caressaient le vase Ming qu'Antoine avait rapporté de son dernier voyage en Chine. Ce doit être très dangereux pour une personne de votre âge. Dangereux. Le mot a résonné dans mon esprit comme un coup de feu. Je l'ai observé se déplacer dans la pièce avec une familiarité troublante, touchant nos souvenirs les plus précieux comme s'il lui appartenait déjà. Le piano à Custinway où il prenait des leçons enfants, la bibliothèque en acajou remplie de premières éditions, le secrétaire Empire où Antoine écrivait ses lettres d'affaires. Chaque objet semblait être mentalement catalogué, évalué, revendiqué. Vous savez, maman, continua-t-il en s'asseyant dans le fauteuil bergère favori d'Antoine, j'ai beaucoup réfléchi à notre dernière dispute. J'étais jeune, impulsif. Je regrette les mots durs que j'ai prononcés. Quels mots durs ? Quand il m'avait dit que j'étais une mère étouffante qui ne comprenait rien à la vie. Quand il avait crié qu'Antoine et moi étions des fossiles accrochés à notre argent. Ou peut-être quand il avait déclaré qu'il espérait que nous mourions bientôt pour qu'il puisse enfin hériter de ce qui lui revenait de droit. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais découvert tout. Pendant ces 15 années de silence, je n'étais pas restée inactive. J'avais engagé le meilleur détective privé de Paris, Michel Dubois, ancien inspecteur de la brigade financière. Les conversations qu'il avait eues avec des avocats spécialisés en succession. Les appels téléphoniques à la compagnie d'assurance s'enquérant des accidents domestiques chez les personnes âgées. Les recherches sur son ordinateur concernant des substances qui pourraient passer inaperçues dans un décès naturel. Oui, Julien. Ta propre mère t'a découvert. C'est merveilleux que tu sois revenu, mon fils, ai-je menti, servant le thé Earl Grey qu'il avait demandé dans la porcelaine de Sèvres qu'Antoine et moi avions reçu en cadeau de mariage. Nous avons tant de choses à nous dire. Il a souri à nouveau, ce sourire qui m'a donné des frissons. Un sourire qui ne touchait pas ses yeux, qui restait froid et calculateur comme ceux d'un requin. Oui, maman. Surtout au sujet de l'avenir. De ce qui va arriver à tout ceci quand vous, eh bien, quand votre heure viendra. Mon heure. Comme si ma mort n'était qu'une question d'emploi du temps pour lui. J'ai continué à jouer le rôle de la vieille dame naïve pendant qu'il buvait son thé, examinant les tableaux coûteux accrochés au mur du salon. Un monnaie authentique qu'Antoine avait acheté lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's. Un Renoir que nous avions découvert dans une brocante en Provence et qui s'était révélé être un original. Des œuvres qui valaient aujourd'hui des millions d'euros. Ce que Julien ignorait, c'est que moi aussi j'avais fait mes propres plans. Pendant ces 15 années de solitude, je n'avais pas seulement pleuré dans cette maison. Je m'étais préparé. Pour le jour où il reviendrait. Pour le jour où il essaierait de me voler ma propre vie. Tandis qu'il sirotait son thé en observant notre collection d'art, moi je l'observais lui.
étudiant chaque micro-expression, chaque mouvement calculé, chaque regard cupide. Mon propre fils était devenu un étranger dangereux, et j'étais sur le point de découvrir jusqu'où il était capable d'aller. L'horloge comtoise du XVIIIe siècle que nous avions héritée de la grand-mère d'Antoine sonnait les heures avec une régularité qui marquait le temps qui nous séparait de son plan machiavélique. Chaque tic-tac semblait compter les dernières minutes de ma vie supposée. « Maman », dit-il en posant sa tasse sur la table basse en marqueterie et me regardant directement dans les yeux, « avez-vous jamais pensé à la façon dont vous aimeriez quitter ce monde ?» Mon sang s'est glacé. Voilà. La question qui confirmait toutes mes pires craintes. « Pourquoi poses-tu cette question, Julien ?» Simple curiosité, répondit-il, mais son sourire était aussi froid que le vent d'hiver qui hantait les rues de Paris dehors. « Je veux dire, vous avez déjà 72 ans. Vous devez penser à ces choses. Pensez à ces choses. Comme si ma mort était un passe-temps intéressant. Je préfère penser à la vie, ai-je répondu, gardant ma voix ferme malgré la terreur que je ressentais. Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, les accidents arrivent. Surtout aux personnes âgées, seules dans de grandes maisons comme celle-ci. La menace était claire comme de l'eau de roche. Il n'essayait même plus de dissimuler. Le feu crépitait dans la cheminée en marbre de Carrare, projetant des ombres dansantes sur les murs ornés de boiseries dorées. L'atmosphère qui autrefois respirait la chaleur familiale était maintenant chargée d'une tension mortelle. Vous savez, maman, j'ai parlé à un excellent établissement de soins à Versailles. Un endroit très réputé pour les personnes de votre âge qui ont besoin d'assistance. Une maison de retraite. Il planifiait déjà de me faire interner pour avoir un accès plus facile à ma fortune. Je me débrouille très bien toute seule, merci. Vraiment ? Et si quelque chose vous arrivait ? Une chute dans l'escalier, un malaise dans la salle de bain ? Qui vous trouverait ? Qui vous aiderait ? Chaque mot était une menace déguisée. Il dressait déjà le décor de mon futur accident. Cette nuit-là, après que Julien soit monté dans la chambre d'amis, la même chambre où il dormait enfant, avec ses murs tapissés de papier peint à motif de bateau qu'Antoine avait choisi spécialement pour lui, je me suis renfermé dans mon bureau et j'ai appelé mon avocat, maître Henri Bertin. « Adrienne, il est 2 heures du matin », a-t-il répondu d'une voix endormie. « Je dois modifier mon testament. » Immédiatement. « Il s'est passé quelque chose ? » Mon fils est revenu à la maison, Henri. Et j'ai découvert qui il est vraiment devenu. Le silence à l'autre bout de la ligne était éloquent. Que voulez-vous changer exactement ? Tout. Je veux tout léguer à des œuvres de charité. Julien ne doit pas recevoir un centime. Adrienne, êtes-vous certaine ? C'est votre fils unique. Mon fils unique est mort il y a 15 ans, Henri. Ce qui dort à l'étage, c'est un étranger qui porte son visage. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le bureau d'Antoine, entourée de ses livres de droit commercial et de ses photographies de famille. Sur son bureau en acajou trônait encore sa dernière lettre inachevée, celle qu'il écrivait le soir de sa mort. Une lettre d'affaires banale qui n'avait jamais été terminée. J'ai ouvert le tiroir secret qu'Antoine et moi avions fait installer dans le bureau. À l'intérieur se trouvait quelque chose que personne ne connaissait, pas même mon fils, un Walter P38 que j'avais gardé de mes années d'agent de la DGSE, ainsi que des documents qui prouvaient mon passé dans les services secrets français. Oui, avant d'épouser Antoine et de devenir Madame Laurent, bourgeoise parisienne, j'avais été l'agent Adrienne Moreau, spécialisée dans l'infiltration et l'élimination discrète de cibles dangereuses pour la sécurité nationale. C'était un secret que j'avais emporté dans mon mariage, un passé que j'avais enterré par amour pour Antoine et pour donner à Julien une enfance normale. Mais apparemment, l'enfance normale que nous lui avions offerte avait produit un monstre. En tenant cette arme que je n'avais pas touchée depuis 25 ans, je me suis souvenu de la femme que j'avais été. Une femme capable de survivre dans les situations les plus dangereuses, une femme qui avait éliminé des terroristes et des traîtres sans sourciller. Cette femme allait peut-être devoir refaire surface pour survivre à son propre fils. Vous pensez avoir déjà vu des familles détruites par la cupidité ?
Attendez de découvrir ce que j'ai trouvé d'autre sur mon propre fils, et le secret que j'ai gardé toutes ces années qui va tout changer. Vous n'allez pas pouvoir croire ce qui se passe dans le prochain chapitre. Que feriez-vous si vous découvriez que votre propre fils a engagé quelqu'un pour vous tuer? Car c'est exactement ce que j'ai découvert lors de la deuxième nuit que Julien passait dans ma maison. C'était mercredi, le 18 octobre, et la pluie ne cessait de tomber sur Paris. Les gouttières de zinc de notre demeure haussmannienne déversaient des torrents d'eau qui tambourinaient contre les pavés de la cour intérieure. Je feignais de dormir dans ma chambre quand j'ai entendu Julien descendre les escaliers en bois qui grinçaient, les mêmes escaliers qu'il descendait les matins de Noël quand il était petit, courant pour ouvrir les cadeaux qu'Antoine et moi placions sous le sapin dans le grand salon. Mais cette fois, il n'allait pas trouver de cadeau. Il s'est dirigé directement vers mon bureau. À travers la fente de la porte de ma chambre, j'ai pu le voir fouiller dans mes documents, photographiant des papiers avec son téléphone portable. Mon testament, les actes de propriété de la maison, les relevés bancaires, tout. Comme un voleur dans la propre maison où il avait grandi, où il avait appris à marcher en s'accrochant aux meubles anciens, où il avait prononcé ses premiers mots assis sur les genoux d'Antoine. La lune filtrait à travers les rideaux de soie du bureau, projetant des ombres inquiétantes sur le visage de mon fils tandis qu'il violait ma vie privée avec la méticulosité d'un cambrioleur professionnel. Il a ouvert chaque tiroir, examiné chaque document, calculé mentalement la valeur de chaque bien. Après 1 heure à fouiller mes biens les plus intimes, mes souvenirs les plus précieux, il a pris le téléphone et a passé un appel qui a tout changé. « C'est Julien », a-t-il chuchoté. « Oui, elle est là. »« Seule, comme toujours ?»« Non, ça ne sera pas difficile. » Une chute dans l'escalier, peut-être. Ou un accident dans la salle de bain. Ces choses arrivent aux personnes âgées. Combien? 50 000 €? C'est d'accord. Mais je veux que cela paraisse complètement naturel. 50 000 €. C'était le prix de ma vie pour mon propre fils. Ma chambre, cette chambre où Antoine et moi avions partagé tant de nuits d'amour, où nous avions rêvé de l'avenir de notre fils, est devenue soudain une prison glacée. Les meubles familiers, l'armoire normande où étaient rangées mes robes, la coiffeuse en marqueterie où je me préparais chaque matin, le lit à baldaquin où Antoine me lisait des poèmes de Baudelaire, tout semblait maintenant témoin de ma condamnation à mort. Je suis resté paralysé derrière la porte, mes jambes tremblant si fort que j'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Le petit garçon que j'avais allaité, à qui j'avais appris à marcher, que j'avais consolé dans toutes ses peines d'enfance, avait engagé un assassin pour me tuer. Demain soir serait parfait, a-t-il continué. Elle a l'habitude de prendre un bain avant de se coucher. Les accidents arrivent dans la salle de bain. Oui, je serai là pour découvrir le corps et appeler l'ambulance. Le fils dévoué qui est revenu s'occuper de sa mère âgée. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Julien avait planifié tout dans les moindres détails. Même comment il jouerait la comédie quand il me trouverait morte. Quand il a raccroché le téléphone et est remonté dans sa chambre, j'ai attendu 15 minutes avant de descendre. Mes pieds nus sur le parquet froid du couloir, j'ai traversé la maison dans l'obscurité, une maison qui m'était aussi familière que mon propre corps mais qui maintenant semblait hostile et dangereuse. Avec les mains tremblantes, j'ai pris mon propre téléphone et j'ai appelé le détective privé que j'avais engagé, Monsieur Michel Dubois. Adrienne? Que s'est-il passé? Il a engagé quelqu'un pour me tuer, ai-je murmuré, arrivant à peine à former les mots. Demain soir. Dans la salle de bain. Mon Dieu. Vous en êtes certaine? J'ai entendu toute la conversation. 50 000 €, Michel. C'est le prix que mon fils a mis sur ma tête. Le silence à l'autre bout de la ligne était plus éloquent que tous les mots. Michel Dubois, ancien inspecteur de la police judiciaire, avait vu beaucoup de choses dans sa carrière, mais même lui était choqué par ce qu'il venait d'entendre. Adrienne, vous devez sortir de là maintenant. Allez dans un hôtel, appelez la police. Non, ai-je dit, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. Je ne vais pas fuir ma propre maison. J'ai un meilleur plan. Quel plan?
Vous souvenez-vous de ce dont nous avons parlé concernant mon testament? À propos de ce que j'ai découvert dans l'enquête sur Julien? Oui, les dettes de jeu, les emprunts aux usuriers, l'entreprise en faillite. Il y a d'autres choses que je ne vous ai pas dites, Michel. Des choses que j'ai découvertes sur l'accident d'Antoine. Silence de l'autre côté de la ligne. Adrienne, que voulez-vous dire? Je dis que peut-être l'accident qui a tué mon mari n'était pas un accident. Les mots sont sortis de ma bouche comme des poignards. 20 ans à garder ce soupçon, 20 ans à me demander comment Antoine, un conducteur si prudent, avait perdu le contrôle de sa voiture sur une route qu'il connaissait par cœur. Dans mon bureau, entouré des livres d'Antoine et de ses affaires personnelles qui n'avaient pas bougé depuis sa mort, j'ai ouvert le dossier secret que j'avais constitué au fil des années. Des photos de l'accident, des rapports de police, des témoignages d'experts que j'avais consultés discrètement. Vous avez des preuves de cela? J'ai des soupçons. Et maintenant, avec Julien qui essaie de me tuer pour l'héritage, ces soupçons prennent beaucoup plus de sens. Michel, j'ai besoin que vous enquêtiez sur l'accident. Il y a quelque chose que mon fils ne sait pas sur moi, quelque chose qui peut changer toute cette partie. Qu'est-ce que vous ne m'avez pas dit, Adrienne? J'ai respiré profondément. Il était temps de révéler le secret que j'avais gardé pendant toutes ces années. Je ne suis pas seulement une veuve riche, Michel. Avant de me marier avec Antoine, je travaillais pour la DGSE, les services de renseignement français. J'ai été agent pendant 15 ans. Je sais des choses qu'une femme ordinaire ne saurait pas. Je sais comment découvrir la vérité. Et surtout, je sais comment me défendre. La révélation a causé un silence pesant sur la ligne. Mon Dieu, Adrienne. Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit? Parce que je pensais que je n'aurais plus jamais besoin d'utiliser ces compétences. Mais il semble que je me trompais. Mon propre fils m'a forcé à redevenir celle que j'étais avant. Dans le tiroir secret de mon bureau, mes doigts ont effleuré le Walther P38 que j'avais gardé de mes années d'agent. Une arme que je n'avais pas touchée depuis ma retraite, mais dont je me souvenais parfaitement du poids et de l'équilibre. Que allez-vous faire? Je vais donner à Julien exactement ce qu'il veut. Une mère morte. Mais pas de la façon qu'il s'attend. Le lendemain matin, Julien est descendu pour le petit déjeuner avec le même faux sourire habituel. Il portait une robe de chambre en soie que nous lui avions offerte pour ses 30 ans, quand nous pensions encore qu'il était notre fils aimant. « Avez-vous bien dormi, maman ?» Comme un ange, ai-je répondu, lui servant du café dans la porcelaine de Limoges que nous utilisions pour les occasions spéciales. Ironiquement, c'était peut-être ma dernière occasion spéciale. D'ailleurs, Julien, je veux vous raconter quelque chose d'important ce soir. Quelque chose sur votre père. Ses yeux se sont illuminés d'un intérêt authentique pour la première fois. À propos de papa? Quoi sur lui? Quelque chose que je ne vous ai jamais dit. Sur l'accident. Sur ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. J'ai vu une ombre passer sur son visage. Une microseconde de quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité? Je ne comprends pas, maman. Qui a-t-il à raconter? C'était un accident tragique. Vraiment, Julien? Était-ce vraiment juste un accident? Il est devenu pâle, renversant presque sa tasse de café sur la nappe en dentelle de Venise que ma grand-mère m'avait léguée. Bien sûr que c'était un accident. Pourquoi posez-vous cette question? Parce que j'ai découvert des choses, mon fils. Beaucoup de choses. Et ce soir, je vais tout vous dire. Le reste de la journée s'est passé dans une tension terrible. Julien arrivait à peine à dissimuler sa nervosité, et je continuais à jouer le rôle de la mère naïve qui ne savait rien. Nous avons déjeuné en silence dans la salle à manger, sous le regard des portraits d'ancêtres d'Antoine qui semblaient nous juger depuis leur cadre doré. L'après-midi, je l'ai observé faire les 100 pas dans le salon, regardant constamment sa montre, vérifiant son téléphone. L'attente de ma mort programmée le rendait visiblement anxieux. À 8 heures du soir, comme d'habitude, j'ai annoncé que j'allais prendre mon bain avant de me coucher. « Bonne nuit, maman » a dit Julien,
m'embrassant sur le front avec des lèvres glacées. Dormez bien. Bonne nuit, mon cher fils, ai-je répondu, le regardant directement dans les yeux. Nous nous verrons demain, si Dieu le veut. J'ai monté les escaliers en sachant que c'était la dernière fois que Julien me verrait vivante. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Mais j'avais d'autres plans. Des plans qu'une ancienne agent de la DGSE sait parfaitement exécuter. Avez-vous déjà simulé votre propre mort? Car c'est exactement ce que j'ai fait cette terrible nuit d'octobre. À 9h30 du soir, je suis entré dans la salle de bain en faisant beaucoup de bruit, comme je le faisais toujours. J'ai ouvert le robinet de la baignoire en fonte émaillée, cette même baignoire où Antoine et moi prenions des bains relaxants aux huiles essentielles de lavande après de longues journées. J'ai mis de la musique classique sur la petite radio ancienne que j'emportais toujours avec moi, du Chopin, la même musique qui jouait quand Antoine et moi dansions dans le salon lors de nos soirées romantiques. Mais au lieu d'entrer dans la baignoire, je me suis caché derrière la porte avec une petite caméra que Michel m'avait donnée, et une arme que je gardais depuis 20 ans dans le coffre-fort secret de la chambre. La salle de bain, avec ses carreaux de faïence de Delft et ses robinets en bronze patiné, était baignée dans une lumière tamisée qui créait des ombres dansantes sur les murs. Les miroirs vénitiens reflétaient la vapeur qui s'élevait de l'eau chaude, créant une atmosphère presque théâtrale pour ce qui allait devenir le spectacle le plus dramatique de ma vie. 15 minutes plus tard, j'ai entendu des pas montant les escaliers. Ce n'étaient pas les pas de Julien. C'étaient des pas lourds, prudents, de quelqu'un qui savait comment se déplacer silencieusement. Les lattes du parquet ancien, qui grinçaient habituellement sous le moindre poids, semblaient à peine réagir sous les pieds expertement placés de l'intrus. L'assassin était arrivé. À travers la fente de la porte, j'ai vu un homme grand, d'environ 40 ans, vêtu de noir, portant des gants en cuir. Il avait le physique d'un ancien militaire, des épaules larges, une démarche assurée qui trahissait une formation professionnelle. Il a observé la salle de bain, calculant la meilleure façon de simuler mon accident, étudiant l'espace comme un chirurgien examine sa table d'opération. Mon cœur s'est emballé quand il s'est approché de la baignoire où j'étais supposé être. La musique continuait de jouer, la vapeur de l'eau chaude créait un brouillard qui rendait la visibilité difficile. Les bougies parfumées que j'allumais toujours pour mes bains créaient une ambiance trompeusement paisible pour ce qui devait être le théâtre de ma mort. C'est alors qu'il s'est rendu compte que la baignoire était vide. « Qu'est-ce que... » a-t-il murmuré en français avec un accent du Sud, sa voix trahissant la surprise et l'inquiétude professionnelle. « Vous me cherchiez ?» ai-je dit, sortant de derrière la porte avec l'arme pointée sur lui. L'homme s'est retourné rapidement, sa main allant instinctivement vers quelque chose à l'intérieur de son manteau. Mais il s'est arrêté net quand il a vu le canon du Walther P38 pointé directement sur son cœur. « Je ne ferais pas ça si j'étais vous », ai-je dit avec cette voix ferme que je n'avais pas utilisée depuis 20 ans, cette voix d'autorité qui avait intimidé des terroristes dans les rues de Beyrouth et des espions doubles dans les bars de Prague. Je suis une excellente tireuse, et à cette distance, je ne raterai pas. Il m'a regardé avec un mélange de surprise et de respect professionnel. Les assassins expérimentés reconnaissent d'autres professionnels, et quelque chose dans ma posture, dans la façon dont je tenais l'arme, dans le calme de ma voix, lui a immédiatement fait comprendre qu'il n'avait pas affaire à une vieille dame ordinaire. « Qui êtes-vous » a-t-il demandé, ses yeux évaluant rapidement ses options de sortie. « Je suis la femme que vous êtes venu tuer. Mais je suis aussi quelqu'un qui a tué plus de personnes que vous ne pouvez l'imaginer, à l'époque où je travaillais pour le gouvernement français. » Ses yeux se sont écarquillés. Il a finalement compris qu'il était tombé dans un piège tendu par quelqu'un qui connaissait parfaitement son métier. « Combien mon fils vous a-t-il payé ?»« 50 000. Je vais vous en payer 100 000 pour faire quelque chose de différent. » Il a hésité, pesant mentalement les options. Dans notre métier, la loyauté envers un employeur a ses limites, surtout quand l'alternative est plus lucrative et moins dangereuse. Quoi ? Je veux que vous descendiez ces escaliers et que vous racontiez à mon fils exactement ce qui s'est passé ici. Que vous m'avez tué, que tout a été très facile, que le corps est dans la salle de bain. Mais d'abord, je veux que vous me disiez une chose, depuis combien de temps connaissez-vous Julien ?
Environ 2 ans. Pourquoi 2 ans? Ai-je murmuré, les pièces du puzzle se mettant en place dans mon esprit. Alors vous l'avez rencontré quand il a commencé à avoir de sérieuses dettes avec les usuriers. Comment savez-vous cela? Parce que je sais tout sur mon fils. Y compris des choses qu'il ne sait même pas que je sais. J'ai pris une chaise en bois doré qui se trouvait près de la coiffeuse et je me suis assise, gardant l'arme pointée sur lui. Dans cette salle de bain où j'avais passé tant d'heures paisibles, préparant ma toilette pour des soirées mondaines avec Antoine, j'interrogeais maintenant un assassin engagé par mon propre fils. Je vais vous raconter une histoire, monsieur. Laurent. Pierre Laurent. Quelle ironie. Le même nom de famille que moi avant mon mariage. Eh bien, monsieur Laurent, il y a 20 ans, mon mari Antoine est mort dans un accident de voiture très pratique. À cette époque, je commençais à soupçonner que Julien avait de sérieux problèmes financiers, il a toujours été un dépensier compulsif et un joueur. Pierre m'écoutait avec une attention totale, reconnaissant probablement dans mon discours la précision analytique d'une professionnelle des services secrets. Antoine avait une assurance vie très généreuse. 3 millions d'euros. J'ai toujours trouvé étrange la façon dont il a perdu le contrôle de sa voiture cette nuit-là. Il connaissait cette route comme sa poche, cette route sinueuse de Bourgogne qu'il empruntait chaque mois pour ses rendez-vous d'affaires. Vous pensez que mon fils a tué son propre père pour l'héritage? Oui. Et maintenant il veut me tuer pour les mêmes raisons. J'ai sorti de la poche de ma robe de chambre en soie une enveloppe épaisse remplie de billets de banque. L'argent que j'avais retiré discrètement de mes comptes au cours des dernières semaines, en prévision de cette nuit. Voici 100 000 euros, Pierre. Beaucoup plus que ce que mon fils vous a promis. En échange, je veux que vous fassiez exactement ce que je vais vous dire. Il a regardé l'argent, puis moi, calculant les risques et les bénéfices de cette proposition inattendue. J'écoute. Descendez là-bas et dites à Julien que le travail est fait. Que tout s'est passé parfaitement. Ensuite, partez et ne revenez jamais à Paris. Considérez ceci comme votre retraite. Et après? Après, je vais donner à mon fils la plus grande frayeur de sa vie. Pierre a pris l'argent et l'a rangé dans son manteau, ses mouvements professionnels trahissant des années d'expérience dans ce type de transaction. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi ne pas le livrer directement à la police? Parce qu'avant, je veux entendre de sa bouche l'aveu concernant la mort d'Antoine. Je veux l'entendre admettre qu'il a tué son propre père. Seulement alors il ira en prison. La logique de ma stratégie était impeccable. En tant qu'ancien agent de la DGSE, je savais que les confessions spontanées valaient beaucoup plus devant un tribunal que les preuves circonstancielles. 20 minutes plus tard, j'ai entendu Pierre converser avec Julien au rez-de-chaussée. Leur voix montait faiblement à travers les conduits de ventilation de la vieille maison, ces mêmes conduits par lesquels j'entendais autrefois les conversations d'Antoine au téléphone quand il travaillait tard dans son bureau. « C'est fait », a dit Pierre. C'était plus facile que je ne l'imaginais. Elle a glissé dans la baignoire et s'est cogné la tête. Cela paraît complètement accidentel. « Êtes-vous sûr qu'elle est morte ?» a demandé Julien, et il y avait une anxiété réelle dans sa voix. Pas de la tristesse. De l'anxiété pour confirmer que sa mère était morte. Absolument. Il n'y a pas de pouls. Le corps est dans la baignoire, la tête sous l'eau. Parfait. Voici le reste du paiement. J'ai entendu le bruit de l'argent qu'on comptait, ces billets qui représentaient le prix de ma vie selon mon propre fils. Plaisir de faire des affaires avec vous, a dit Pierre. Le plaisir était pour moi, a répondu Julien, et pour la première fois en 15 ans, j'ai entendu une joie authentique dans la voix de mon fils. De la joie parce que sa mère était morte. Après le départ de Pierre, Julien est resté seul dans le salon pendant quelques minutes. Probablement savourant sa victoire, planifiant comment il jouerait la comédie quand il découvrirait mon corps. Je l'imaginais déjà assis dans le fauteuil d'Antoine, calculant mentalement la valeur de tout ce qui l'entourait, cette fortune qui était enfin sienne. C'est alors que j'ai décidé d'apparaître. J'ai descendu les escaliers lentement, faisant le maximum de bruit possible.
Les marches en chêne massif grinçaient sous mes pas, chaque craquement résonnant dans le silence de la maison comme un glas funèbre. Je voulais qu'il m'entende arriver. Je voulais qu'il ressente la même terreur que j'avais ressentie en découvrant ses plans. « Julien !» j'appelais depuis l'escalier, ma voix portant dans le hall d'entrée avec ses hauts plafonds à caisson. Le son qu'il a fait n'était pas humain. C'était un cri de terreur pure, le genre de cri qui sort de l'âme quand on voit un fantôme. Un cri qui a résonné dans toute la maison, faisant vibrer les cristaux du lustre en baccarat du hall d'entrée. Je suis entré dans le salon et j'ai trouvé mon fils adossé au mur, blanc comme un mort, tremblant de la tête aux pieds. Le salon, avec ses boiseries dorées et ses tapisseries d'Aubusson, était baigné dans la lumière douce des lampes de table, créant un contraste surréaliste avec la terreur absolue peinte sur le visage de Julien. « Surprise, mon cher fils », ai-je dit, souriant. Il semble que les rumeurs sur ma mort ont été très exagérées. Il me regardait bouche bée, ses yeux écarquillés comme s'il voyait effectivement un revenant. Ses mains tremblaient si fort qu'il a dû s'agripper au manteau de la cheminée pour ne pas s'effondrer. « Comment vous » a-t-il bégayé, incapable de former une phrase complète. « Comment je suis vivante » ai-je complété. « Asseyez-vous, Julien. Nous avons beaucoup à discuter. » Dans ce salon où nous avions passé tant de soirées familiales heureuses, où Antoine lisait ses journaux économiques pendant que Julien faisait ses devoirs et que je brodais, nous allions maintenant avoir la conversation la plus importante et la plus terrifiante de nos vies. Mon fils a dit qu'il avait de la nostalgie. Mais il voulait seulement l'héritage, il ne savait pas mon secret. Mon fils a essayé de me tuer, mais ce n'était pas la première fois qu'il tuait quelqu'un de notre famille. Et ce qui s'est passé cette nuit finale a tout changé à jamais. Julien était tellement en état de choc qu'il n'arrivait même pas à parler. Il ne faisait que me regarder comme si j'étais une apparition, ses lèvres tremblant, la sueur coulant sur son visage malgré le froid d'octobre qui s'infiltrait par les fenêtres aux joints anciens de notre demeure. Le salon, éclairé par les lampes en bronze doré et les bougies dans leurs chandeliers en cristal de baccarat, créa une atmosphère presque théâtrale pour cette confrontation finale entre une mère et le monstre qu'elle avait engendré. « Comment vous » a-t-il balbutié, ses yeux fixés sur moi comme si j'étais un fantôme sorti de la tombe. « Comment je suis vivante » ai-je complété la phrase. « Asseyez-vous, Julien. Nous avons beaucoup à discuter. » Il s'est laissé tomber dans le fauteuil bergère en cuir de Cordoue où Antoine avait l'habitude de lire Le Figaro les matins de dimanche. L'ironie était douloureuse, voir mon fils assis là où son père s'installait pour savourer ces moments de tranquillité, sans savoir que ce même fils l'avait assassiné. « Vous pensiez vraiment que votre propre mère serait si facile à tuer ?» ai-je demandé, m'asseyant dans la bergère en face de lui, celle où je brodais autrefois en écoutant Antoine discuter de ses affaires. « Avez-vous oublié que je n'ai pas toujours été une simple bourgeoise française ? Je ne comprends rien à ce qui se passe, a-t-il dit, sa voix sortant comme un murmure rauque. Bien sûr que vous comprenez. Vous avez engagé Pierre Laurent pour me tuer. 50 000 €. Vous pensiez que je ne savais pas, mais je sais tout, Julien. Absolument tout. J'ai pris une enveloppe de la table de style Louis XV qui trônait entre nous, cette même table où Antoine et moi prenions le thé les après-midi pluvieux, discutant de nos projets d'avenir qui incluaient toujours le bonheur de notre fils. Savez-vous ce qu'il y a ici dedans ? Le rapport complet de l'enquête sur la mort de votre père. J'ai vu son visage pâlir encore plus, si c'était possible. Ses mains se sont mises à trembler convulsivement, et il a dû s'agripper aux accoudoirs du fauteuil pour ne pas s'effondrer. Enquête ? Quelle enquête ? L'enquête que j'ai fait mener après avoir commencé à soupçonner que la mort d'Antoine n'était pas accidentelle. Et savez-vous ce que j'ai découvert ? Julien n'a pas répondu, il ne faisait que me regarder avec des yeux d'animal acculé, la sueur perlant sur son front malgré la fraîcheur qui régnait dans la pièce. J'ai découvert que le soir où votre père est mort, vous êtes sorti de la maison à 10 h du soir en disant que vous alliez retrouver des amis. Mais vous n'êtes pas allé retrouver des amis, n'est-ce pas ? Vous êtes allé sur cette route de Bourgogne où vous saviez qu'Antoine passerait en revenant de sa réunion d'affaires. C'est de la folie. De la folie ?
Alors expliquez-moi comment vous avez payé une dette de 200 000 € aux usuriers seulement 2 semaines après sa mort. D'où venait cet argent, Julien? Il a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'en est sorti. Ses yeux se sont posés sur le portrait d'Antoine accroché au-dessus de la cheminée en marbre de Carrare, ce portrait peint par un maître portraitiste qui avait capturé la noblesse et la bonté naturelle de mon mari. Je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé cette nuit de décembre 2004. Vous avez saboté la voiture de votre père. Vous avez trafiqué les freins. Antoine revenait de Dijon, sur cette route de montagne qu'il connaissait parfaitement, cette route qu'il empruntait depuis 15 ans pour ses rendez-vous avec ses associés en Bourgogne. Mais quand il a essayé de freiner dans la courbe, les freins ont lâché. La voiture a fait plusieurs tonneaux et il est mort sur le coup. Les larmes ont commencé à couler sur le visage de Julien, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de désespoir de quelqu'un qui venait d'être découvert, des larmes de panique pure. Et savez-vous comment j'en suis certaine, ai-je continué, ouvrant l'enveloppe avec une lenteur calculée. Parce que j'ai fait examiner les débris de la voiture par un mécanicien expert, un spécialiste des expertises judiciaires. Ces débris qui sont gardés dans une casse automobile depuis 20 ans. Devinez quoi? Les freins ont été définitivement sabotés. Il y a des marques claires que quelqu'un a partiellement coupé les durites. J'ai sorti les photographies techniques, les rapports d'expertise, les analyses métallurgiques que j'avais fait réaliser en secret. Chaque document était une preuve accablante de la culpabilité de mon fils. Maman, Vous avez tué votre propre père pour de l'argent, Julien. Et maintenant vous vouliez me tuer pour les mêmes raisons. Le silence qui a suivi était assourdissant. Seul le bruit de la pluie sur les fenêtres à petits carreaux et de la respiration haletante de Julien perturbait cette quiétude mortelle. Le tic-tac de l'horloge comtoise du XVIIIe siècle marquait chaque seconde de cette confrontation finale. Dans cette pièce où nous avions célébré tant de Noëls familiaux, où Julien avait ouvert ses cadeaux en riant, où Antoine lui avait appris à jouer aux échecs sur l'échiquier en marqueterie qui trônait près de la fenêtre, nous étions maintenant face à face dans la vérité la plus cruelle qui soit. Pourquoi, ai-je demandé, ma voix se brisant pour la première fois. Pourquoi avez-vous fait cela à nous? Nous vous aimions tant. Julien a finalement levé les yeux vers moi, et ce que j'y ai vu m'a brisé le cœur. Il n'y avait pas de remords. Il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait que de la rage et de la frustration d'avoir été découvert. Parce que vous ne m'avez jamais rien donné, a-t-il explosé, sa voix résonnant contre les hauts plafonds ornés de moulures dorées. Toujours à me contrôler, toujours à me juger, toujours à penser que je n'étais pas assez bien. Nous vous avons tout donné. L'éducation, l'amour, les opportunités. Vous m'avez donné des miettes. Pendant ce temps, vous restiez assis sur une fortune, dans une maison qui vaut des millions, avec des tableaux et des antiquités qui auraient pu résoudre tous mes problèmes. Vos problèmes de jeu, vous voulez dire. Vos dettes envers les usuriers. Mes problèmes étaient aussi les vôtres. Je suis votre fils. Vous étiez mon fils, ai-je dit en me levant, la douleur dans ma poitrine si intense que j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Mon fils est mort le jour où il a tué son propre père. Je me suis dirigé vers la fenêtre donnant sur le jardin à la française qu'Antoine avait fait dessiner par un paysagiste de renom, regardant les allées de gravier blanc et les buis taillés qui dessinaient des motifs géométriques parfaits. Cette beauté ordonnée contrastait cruellement avec le chaos émotionnel qui régnait dans notre salon. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» a demandé Julien derrière moi, sa voix tremblant d'une peur qu'il essayait vainement de masquer. « Je vais vous livrer à la police. J'ai suffisamment de preuves concernant la mort d'Antoine, et nous avons l'enregistrement de votre conversation avec Pierre au sujet de mon assassinat. » Enregistrement? Je lui ai montré le petit dispositif de surveillance que Michel m'avait fourni, un équipement professionnel que j'avais dissimulé dans le salon avant l'arrivée de Pierre. J'ai tout enregistré. Vos aveux, les détails du plan, le paiement. Tout. Julien s'est levé brusquement, renversant au passage la table basse en marqueterie où reposaient nos albums de photos de famille, ces souvenirs heureux d'une époque où je croyais encore avoir un fils aimant. Vous ne pouvez pas faire ça.
Je suis votre famille. Famille, ai-je ri avec amertume, un rire qui résonnait strangement dans cette pièce aux proportions parfaites. Vous avez cessé d'être ma famille au moment où vous avez décidé de me tuer. C'est alors que s'est produit quelque chose que je n'attendais pas. Julien a couru vers la cuisine attenante, mais pas pour fuir. Il a saisi un couteau de cuisine sabatier dans le bloc en bois d'olivier et est revenu en courant dans le salon, ses yeux brillants d'une folie meurtrière. « Si vous ne voulez pas me donner ce qui me revient de droit, a-t-il dit, les yeux complètement déments, alors je vais le prendre. » Il s'est jeté sur moi avec le couteau, mais 20 ans d'entraînement militaire ne s'oublient pas facilement. Mes réflexes d'ancien agent de la DGS ont pris le dessus instantanément. J'ai esquivé l'attaque, saisi son poignet et l'ai tordu jusqu'à ce qu'il lâche l'arme qui est tombée sur le tapis perçant avec un bruit sourd. « Vous pensiez vraiment pouvoir m'attaquer ?» ai-je dit, l'immobilisant au sol avec une prise de combat que j'avais apprise lors de mes missions en Afrique du Nord. « Avez-vous oublié que votre mère n'a pas toujours été une petite vieille sans défense ?» À ce moment-là, nous avons entendu des sirènes se rapprocher, leur son strident perçant le calme nocturne du quartier résidentiel de Neuilly-sur-Seine. « La police ?» a demandé Julien, haletant sous mon emprise. « J'ai appelé l'inspecteur Moreau avant même que vous n'arriviez à la maison il y a 3 jours. Ils attendaient suffisamment de preuves. Les policiers de la brigade criminelle sont entrés dans la maison après que j'eus ouvert la porte d'entrée. Ils ont trouvé Julien au sol, un couteau à côté de lui, et une dame de 72 ans parfaitement calme expliquant la situation avec la précision d'un rapport professionnel. « Bonsoir, inspecteur Moreau », ai-je salué le policier que je connaissais depuis des années, un homme de 50 ans aux cheveux grisonnants qui avait mené l'enquête originale sur la mort d'Antoine. « J'ai 2 aveux de meurtre pour vous. Un vieux de 20 ans, et une tentative d'hier soir. » L'inspecteur Moreau, accompagné de son équipe de la police judiciaire, a écouté avec une attention professionnelle pendant que je détaillais méthodiquement les preuves que j'avais rassemblées. Les documents d'expertise automobile, les enregistrements audio, les témoignages financiers, tout formait un dossier complet et irréfutable. Pendant qu'ils emmenaient Julien menotter, ses cheveux ébouriffés et ses vêtements froissés contrastant avec l'élégance de notre demeure, il s'est retourné vers moi une dernière fois. « Vous m'avez détruit », a-t-il crié, sa voix se brisant dans un sanglot de rage impuissante. « Non, mon fils », ai-je répondu calmement, debout dans l'encadrement de la porte de cette maison qui avait été témoin de tant d'amour et maintenant de tant de haine. « Vous vous êtes détruit tout seul. » Aujourd'hui, assise sur la terrasse de ma nouvelle maison en Provence, loin de Paris et des souvenirs douloureux, je peux enfin raconter cette histoire. Ma nouvelle demeure est une masse provençale du XVIIIe siècle, nichée dans les collines près d'Aix-en-Provence, entourée de lavandes et d'oliviers centenaires. Ici, le chant des cigales remplace le bruit de la circulation parisienne, et l'odeur de la garrigue chasse les fantômes du passé. Julien a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat d'Antoine et pour la tentative d'assassinat contre moi. Le procès a fait la une nationale, tous les journaux ont parlé de cette affaire de la femme qui a découvert que son fils avait tué son mari et tenté de la tuer pour l'héritage. Le Figaro a titré « Le fils patricide de Neuilly ». Le Parisien, elle démasque son fils assassin. Même la presse internationale s'est emparée de l'affaire, cette histoire qui semblait sortir d'un roman noir mais qui était malheureusement bien réelle. Pierre Laurent, l'assassin qu'ils avaient engagé, a disparu avec les 100 000 € que je lui avais donnés. J'espère qu'il a utilisé cet argent pour une vie meilleure, loin de ce métier sordide. Parfois, une seconde chance peut transformer même les âmes les plus perdues. J'ai vendu la demeure de Neuilly-sur-Seine à une famille d'ambassadeurs américains. Je ne pouvais plus vivre là-bas en sachant toutes les tragédies qui s'étaient déroulées entre ces murs chargés d'histoire. Chaque pièce, chaque meuble, chaque tableau me rappelait soit le bonheur perdu avec Antoine, soit l'horreur de la trahison de Julien. Avec l'argent de la vente, j'ai acheté cette petite maison en Provence et j'ai fait don de 5 millions d'euros à des institutions caritatives qui aident les familles détruites par la violence domestique. Si mon malheur peut servir à aider d'autres victimes, alors ma souffrance aura eu un sens. Mon quotidien ici est paisible. Je me lève avec le soleil,
jetant mon linge sur la corde entre deux micocouliers, je cultive un potager de tomates anciennes et de basilic. J'ai appris à faire mon propre fromage de chèvre avec le lait de mes voisins bergers. Cette simplicité volontaire contraste étrangement avec le luxe de ma vie parisienne, mais elle apporte une paix que l'argent ne peut l'acheter. Le soir, je lis sur ma terrasse face au mont Sainte-Victoire, cette montagne que Cézanne a peinte obsessionnellement. Je comprends maintenant cette obsession, il y a quelque chose de thérapeutique à contempler cette masse rocheuse immuable, témoin silencieux de tant de drames humains qui passent comme des nuages. Parfois, des gens me reconnaissent au marché d'Aix-en-Provence ou à la pharmacie du village. Ils me regardent avec un mélange de curiosité et de compassion, cette femme qui a survécu à l'impensable. Certains me demandent comment j'ai trouvé la force de livrer mon propre fils à la justice. Mais la question qu'on me pose le plus souvent est: comment une mère peut-elle survivre à la découverte qu'elle a engendré un monstre? La réponse est douloureuse mais nécessaire, on apprend que certaines personnes naissent avec quelque chose de brisé à l'intérieur d'elles. Un défaut génétique de l'âme, si on peut dire. Et que l'amour d'une mère, pour si puissant qu'il soit, ne peut pas tout réparer. J'ai passé des mois à me demander où j'avais échoué, quelles erreurs j'avais commises dans l'éducation de Julien. Avais-je été trop permissive? Pas assez présente? Trop protectrice? Les psychologues appellent cela la culpabilité maternelle, cette tendance qu'ont les mères à s'accuser de tous les maux de leurs enfants. Mais après des mois de thérapie avec un excellent psychiatre d'Aix-en-Provence, le docteur Blanchard, j'ai compris que parfois, le mal naît spontanément, sans cause extérieure identifiable. Julien avait eu une enfance aimante, des parents dévoués, une éducation exemplaire, toutes les opportunités possibles. Pourtant, quelque chose en lui avait choisi le chemin de la cupidité et du meurtre. Aujourd'hui, j'ai 73 ans. Je vis seul, mais je ne suis pas solitaire. J'ai des voisins attentionnés comme Marie-Claire, qui m'apporte ses confitures de figues, et Paul, le facteur à la retraite qui partage avec moi sa passion pour les échecs. J'ai un jardin à soigner, des livres à lire, et surtout, j'ai la paix de quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait, même quand ce qu'il fallait faire a brisé son cœur en 1000 morceaux. Je me suis découvert une passion tardive pour la peinture. Chaque matin, j'installe mon chevalet face à la montagne et j'essaie de capturer cette lumière provençale que tant d'artistes ont cherché à saisir. Mes toiles ne vaudront jamais celles de Cézanne ou de Van Gogh, mais elles me procurent une joie simple, celle de créer au lieu de détruire. Parfois, le soir, quand le Mistral souffle dans les cyprès et que les grillons commencent leur concert, je repense à Antoine. Pas au Antoine mort dans cet accident terrible, mais au Antoine vivant, riant, celui qui me récitait du Verlaine en cueillant des roses dans notre jardin parisien. Ces souvenirs-là, Julien ne pourra jamais me les voler. La dernière leçon que j'ai apprise dans cette vie, c'est que parfois, pour sauver sa propre âme, il faut avoir le courage de détruire ce qu'on aime le plus. C'est la leçon la plus cruelle que puisse apprendre une mère, mais c'est aussi celle qui libère. Mon nom est Adrienne Laurent. J'ai survécu à un mari assassiné et à un fils qui a tenté de me tuer. J'ai découvert que l'amour maternel a ses limites, et que la justice vaut parfois plus que le sang. Et ceci est mon histoire. Une histoire vraie, douloureuse, mais nécessaire à raconter. Car si une seule personne qui m'écoute trouve la force de se défendre contre la violence familiale, alors ma souffrance n'aura pas été vaine. La vérité nous libère, même quand elle nous détruit d'abord. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous comprenez que certaines histoires doivent être racontées, même quand elles font mal. Pendant 73 ans, j'ai appris que la vie nous enseigne des leçons que nous n'aurions jamais voulu apprendre, mais qui façonnent qui nous devenons. Combien d'entre vous ont déjà ressenti cette douleur silencieuse de découvrir que quelqu'un qu'ils aimaient n'était pas celui qu'ils pensaient? Combien se sont déjà demandé s'ils avaient fait quelque chose de mal, s'ils auraient pu changer le destin d'une façon ou d'une autre? Je sais que beaucoup d'entre vous portent des secrets de famille, des blessures profondes, des déceptions qu'ils n'ont jamais racontées à personne. Ce récit n'est pas seulement mon histoire. C'est l'histoire de nous tous qui avons un jour été trahis par ceux que nous aimions le plus. C'est pour vous qui vous sentez parfois seul au monde, questionnant vos décisions, portant des culpabilités qui ne sont peut-être même pas les vôtres.
Laissez ici dans les commentaires, quelle a été la leçon la plus difficile que la vie vous a enseignée? Avez-vous déjà dû prendre une décision qui a brisé votre cœur pour sauver votre dignité? Parfois, partager notre douleur avec des inconnus est plus facile qu'avec la famille. Nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Abonnez-vous à cette chaîne, parce qu'ici vous trouverez d'autres histoires vraies de personnes comme nous, qui ont survécu à l'impossible et découvert que la force vient d'où on l'attend le moins. Votre histoire compte aussi. Votre douleur a aussi de la valeur. La vie continue, même après la plus grande tempête.